Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page Administration publique administrée. Nous faisons une brève vidéo par rapport à la Constitution. La Constitution gabonaise se présente en deux parties. Une première partie qui aborde un préambule des droits et des devoirs des citoyens à l'égard de l'État à l'égard des citoyens, mais également des valeurs. Une deuxième partie qui aborde ici les pouvoirs et les dispositions transitoires. Qu'est-ce qui a donc pu évoluer dans cette Constitution et qu'est-ce qui a pu régresser? Alors, dans la première partie, nous notons une évolution en ce qui concerne ici le devoir de l'État d'apporter ou de rendre disponible ici de l'eau et de l'énergie aux populations. Donc, le droit d'accès pour toutes les populations à l'eau et à l'énergie qui constitue ici même un besoin minimum ici que doit satisfaire l'État envers sa population. Nous notons également la constitutionnalisation ou encore la valeur juridique constitutionnelle ici qui a été attribuée à la société civile qui avait déjà le droit d'exercer ses activités de protection ici de droits de l'homme sous forme de regroupement associatif. Ici, en fait, ce droit-là d'exercer cette fonction a été reconnu dans le texte constitutionnel. Nous notons également un droit d'accès ici aux services publics, mais également aux emplois publics pour les handicapés. Alors, pour le reste des normes concernant les droits et les devoirs, nous pouvons retrouver ces normes déjà dans la Constitution de 2011, car nous constatons que, en comparant les deux projets, en ce qui concerne les droits, les devoirs, la Constitution de 2024 est une copie des droits et devoirs de la Constitution de 2011 avec quelques avancées que je viens de vous énoncer. Alors, en ce qui concerne ce qui a été retiré qu'on peut considérer comme une régression, c'est le fait qu'il avait été énoncé dans le projet qui a été publié avant projet final sur les réseaux sociaux que les Gabonais, désormais sur le territoire gabonais, il serait interdit la vente des terrains aux étrangers et que le droit foncier, son accès serait garanti seulement sous forme d'exception à des personnes morales ici étrangères. Mais nous constatons avec regret le retrait même de cette disposition. Comme nous avons constaté également avec regret le retrait de la disposition qui portait sur la déclaration même des biens des gouvernants avant ici l'exercice ou le commencement de l'exercice de leurs fonctions. Alors, en ce qui concerne par contre les pouvoirs, donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le judiciaire, nous constatons ici qu'il y a une influence manifeste du pouvoir exécutif, dont les pouvoirs attribués au président, sur le pouvoir législatif et sur le pouvoir judiciaire. Alors, dans la Constitution, comme nous pouvons lire, nous avons vu tous les articles et dans aucun article, il n'a été reporté le régime dans lequel nous nous trouvons. À la télé, nous a été affirmé ici que nous nous trouvons dans un régime présidentiel. Mais en lisant la Constitution, nous ne retrouvons pas les mécanismes du régime présidentiel, nous ne retrouvons pas non plus les mécanismes du régime semi-présidentiel et nous ne retrouvons pas les mécanismes du régime parlementaire. Alors, il faut noter déjà que le Gabon vient d'une histoire où on a eu à la tête de l'État un exécutif qui était très influent et qui influençait aussi bien le législatif que le judiciaire, bien qu'étant dans un régime semi-présidentiel où il y avait la séparation des pouvoirs, l'exécutif, donc le président, s'arrogeait quand même des pouvoirs pour influencer, pour outrepasser ses fonctions. Nous retrouvons le même mécanisme dans la Constitution de 2024, dans le sens où, si on dit être dans un régime présidentiel, ici, il y a deux pilastres. C'est-à-dire que le président de la République, donc l'exécutif, ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, même pas une fois, même pas une demi-fois, et l'Assemblée nationale n'a plus, elle, également le pouvoir, ou n'a pas, elle, également le pouvoir d'élaborer des motions de censure, de désavouer la politique du président de la République et de son gouvernement et de demander au gouvernement ici de démissionner. Ce qu'on appelle ici la responsabilité politique. Le gouvernement, donc, dans un régime présidentiel, est responsable devant le président de la République et non plus devant l'Assemblée nationale. On retrouve donc au niveau du président de la République, de l'exécutif, un pouvoir dont il ne doit pas détenir dans le régime présidentiel, celui-là de dissoudre l'Assemblée nationale, soumettant ainsi sous forme d'influence directe l'Assemblée nationale ou encore le pouvoir législatif ici au pouvoir exécutif, influençant ainsi la fonction parlementaire et la fonction judiciaire même ici du législatif. Il faut noter donc que l'Assemblée nationale n'est pas seulement cet organe-là
qui est chargé de voter les lois, mais également contrôler la politique gouvernementale et l'utilisation des derniers publics. Mais également, les parlementaires sont aussi appelés à être juges dans des juridictions telles que la Haute Cour de justice qui a un rôle de juger le président de la République, mais également la Cour de justice de la République. Alors, en remettant au président le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, prenons le cas que l'Assemblée nationale se prête ici à une enquête parlementaire pour vérifier par exemple un détournement des fonds et que le président de la République puisse dissoudre l'Assemblée nationale. L'enquête n'aboutira donc pas. Alors, il y a beaucoup de cas où ce pouvoir sera influent des activités parlementaires, mais également judiciaires, car rappelons ici que, en ce qui concerne la responsabilité pénale également du président de la République, elle est engagée par le Parlement, aux 2/3 de l'Assemblée nationale ou encore aux 2/3 du Sénat ici. C'est également les parlementaires qui vont composer, comme je disais, la juridiction. Pour donc garantir ici également la neutralité, l'impartialité de ces parlementaires à l'égard du président de la République, il était judicieux, vu qu'on est dans un régime présidentiel où le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, de ne pas attribuer au président de la République un pouvoir d'influence dont il ne doit pas disposer dans un régime présidentiel, soumettant ainsi l'activité des parlementaires représentants du peuple ici au pouvoir exécutif. Alors, nous constatons également une influence du pouvoir exécutif au niveau du judiciaire où nous retrouvons que le pouvoir exécutif ici continue à diriger le Conseil supérieur de la magistrature, article 128, ne permettant donc pas l'indépendance ici des magistrats. Il avait été demandé que le Conseil ou la présidence du Conseil supérieur de la magistrature revienne ici au judiciaire pour garantir ici une indépendance totale des magistrats qui composent nos cours, qui composent nos tribunaux, envers ici l'exécutif et pour garantir également une impartialité de ces derniers en ce qui concerne les décisions au niveau de la justice. Nous constatons que ce sont donc ces magistrats également qui vont composer et qui sont choisis durant le Conseil supérieur de la magistrature qui iront composer la Haute Cour de justice qui est censée juger le président de la République. Nous constatons également que ce sont ces mêmes magistrats ici qui vont composer la Cour de justice de la République qui est censée juger les ministres, les vice-présidents et autres. Comment garantir donc une impartialité, une neutralité de ces magistrats à l'égard de leur jugement ici, s'ils sont soumis au pouvoir exécutif à travers le contrôle ou encore la direction ici que donne le président de la République en dirigeant le Conseil supérieur de la magistrature. Nous retrouvons également ce pouvoir d'influence de l'exécutif, donc du président de la République, au niveau ici de la Cour constitutionnelle, haute juridiction à l'intérieur de l'État. Nous voyons que le président de la République a également cette possibilité de nommer 3 juges. 2 juges nommés durant le Conseil supérieur de la magistrature que lui-même, le président de la République, préside. 2 par l'Assemblée nationale et 2 par le Sénat, mais également des membres des droits ici qui sont des anciens présidents de la République qui exercent les mêmes fonctions que les juges nommés et qui proviennent de l'exécutif. Nous remarquons donc cette influence très présente de l'exécutif également au niveau de la Cour constitutionnelle qui n'a pas ici pour rôle seulement de contrôler la constitutionnalité ou encore des lois, la conformité ici des dispositions législatives avec des textes constitutionnels ou encore de répondre aux questions préjudicielles ou d'interpréter la Constitution, mais qui a également pour rôle ici, de vérifier également les résultats d'une élection présidentielle, s'ils sont, oui, conformes ici à la volonté du peuple, donc aux voix qui ont été exprimées. Alors, comment comprendre qu'une décision de cette Cour puisse être neutre ou impartiale si on a une influence manifeste ici de l'exécutif? On prend le cas d'un président qui aurait fini son mandat et qui se représenterait à un second mandat, qui aurait nommé à la Cour constitutionnelle des juges et où on retrouvera également des juges de droit ici qui sont des anciens présidents de la République. Comment garantir une impartialité, une neutralité de cette Cour à l'égard de ces résultats si ici elle est sous l'influence de l'exécutif? Donc on a également la décentralisation ici qui n'est pas une décentralisation mais une déconcentration car ni l'autonomie financière ni l'autonomie ici administrative n'est garantie.
Aucune compétence ici n'a été élaborée ni pour l'État central, ni pour les États décentralisés. Donc,